Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Près de 40 films au cinéma, près de 60 séries et téléfilms pour la télévision et plus de 20 pièces de théâtre interprétées et appropriées avec sa voix qui est une signature vocale qui lui vaudront d'ailleurs d'être plusieurs fois primé à la nuit des Molières. Et bien Stéphane Fraisse a souvent jonglé entre planche et caméra. Comédien, acteur et désormais réalisateur alors comme une évidence. Je crois, dans la continuité de sa carrière, il vient nous parler de son premier film en salle, Tu choisiras la vie, qui sort ce mercredi 25 janvier, pas demain, mais celui d'après. Un film sur l'amour, la religion et la transmission dans notre monde moderne qui suscite aussi le débat et la réaction. L'occasion d'en parler et de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Stéphane Fraisse. Eh ben bonjour. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Je vous vois drogué au téléphone. Pas du tout, parce que je viens, c'est une première pour moi. J'ai à force qu'on me dise, mais tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai pris quelqu'un pour s'en occuper, et donc toutes les 15 secondes, elle me dit, prends une photo. Donc vrai. Je viens de prendre une photo de vous, de moi, de mon chien, du micro. Je prends tout ce qui passe en ce moment. Et vous avez bien raison, et des photos, on en fera tout à l'heure. On se fera un plaisir d'en faire pour les envoyer. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Dans cette émission, on a pour habitude de découvrir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et je crois que dans cette émission, on va y aller crescendo. Si vous êtes d'accord, le début, toujours le début, Stéphane Fraisse. Allons-y. Stéphane Fraisse, vous êtes né à Paris le 22 novembre 1960, si mes infos sont bonnes. Vous avez été élevé en région parisienne et vous êtes alors le fils, il me semble et je crois savoir, de deux parents cachés d'Europe centrale avec toutes ces choses un peu tues, douloureuses, que l'on vous a racontées ou pas? C'est très juste. Je n'ai rien à rajouter à ça pour l'instant. Qu'est-ce que l'on vous a raconté de l'histoire de vos parents? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas raconté tout de suite, disons. Ça. En fait, le film, il vient probablement de ça. Il vient du fait que j'ai pas, que trop de choses ont été tues. Certainement par crainte de peser sur moi de manière trop lourde. Et je peux comprendre aussi d'ailleurs que quand on sortait de cette période-là, on n'avait pas facilement les mots pour raconter et encore moins pour transmettre. Et le film, c'est ça, c'est ce besoin que j'ai de remettre des mots et de libérer la parole pour me décharger. J'ai découvert ce qu'était l'épigénétique il n'y a pas très longtemps. Et l'épigénétique, c'est formidable. Parce que ça raconte que même si vous n'avez pas vécu un traumatisme, vous l'avez quand même. Vous l'avez en vous, comme si votre ADN le portait. Et il y avait ça, probablement. Parce que quand je me suis mis à écrire ce film, je savais vraiment pas, d'ailleurs, ce qui allait sortir tout de suite. Et j'ai découvert que c'était ça, en fait, qui me pesait. C'était cette histoire qu'on m'avait pas racontée. Mais cette histoire, vous la racontez dans ce film? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre histoire dans ce film. Je raconte à travers autre chose. Parce qu'on parle pas de Shoah dans ce film. Non, mais c'est pas vraiment ça en fait. Je voulais pas parler précisément de ce qu'on ne m'a pas raconté, on m'en a raconté. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que on parle tellement souvent en plus, les Juifs parlent tellement souvent de ça, du libre arbitre. De quoi on dispose quand on devient un peu grand? Quand est-ce que déjà on devient grand? Et qu'est-ce qu'on fait de cette maturité? Qu'est-ce que c'est cette maturité? Est-ce qu'on est nous-mêmes? Comment on fait de ce qu'on nous a transmis quelque chose qui nous est propre, qui nous est nôtre? Voilà, c'était ça que j'ai essayé de trouver. Stéphane Fraisse, vous savez quoi? J'ai prévu une émission, mais on va pas faire celle-là. Ah bon, très bien, non, très bien. Voilà, on va pas faire celle-là. On se revoit donc. Non, on va pas faire ce que j'avais prévu. On va passer directement au film. Je crois qu'il y a trop de choses à dire pour n'en faire. C'est vous qui avez parlé d'enfants cachés, donc c'est quand même un sujet qui. Évidemment, c'est un sujet très fort, bien sûr, mais on va plutôt passer justement au film que vous avez créé, qui s'appelle Tu choisiras la vie. Vous avez été acteur, bien sûr, longtemps. Je pense que la continuité, la réalisation, c'est tout à fait évident. Et j'avais envie de parler de cet amour inconditionnel, d'abord, que vous avez joué sur scène, dans Le Fils au théâtre, dans La promesse de l'aube également, avec, je crois, ce fil rouge très fort finalement entre la filiation, que vous allez nous raconter d'une autre manière, mais entre une mère et son fils. Il y a de cela en vous.
très fort dans les choix que vous avez fait au théâtre et peut-être le choix que vous faites dans ce film qui s'appelle Tu choisiras la vie, que vous dédiez à votre mère finalement. Oui, je dédie le film à ma mère puisque ma mère est disparue au moment où j'étais en train de monter le film. Alors c'est difficile parce qu'il faut remettre il faut quand même que je dise 2-3 choses parce que sinon les gens vont pas comprendre. Allons-y, je vous laisse faire. Parce qu'effectivement, vous racontiez mes 2 parents comme 2 enfants cachés, c'est leur première étape de leur vie. Ensuite, ils se sont rencontrés. Ils ont fait, par exemple, moi, et ils se sont séparés assez vite. Et ces 2 êtres diamétralement opposés, en fait. Il y en a un qui a rejeté tout ça, pour qui Dieu était disqualifié après l'épisode tragique de la Shoah. Et une autre qui avait besoin de s'arracher à sa famille parce qu'elle n'y était pas à sa place vraiment, et qui a pris la main tendue par mon père pour changer de vie. Cette vie n'a pas été non plus heureuse, et quand ils se sont séparés, elle a eu besoin de revenir à ses racines. Et vous savez, souvent, comme les gens qui n'ont pas eu de tradition, qui n'ont presque rien reçu de leur histoire, quand ils rebasculent dedans, c'est intense, c'est total, et donc elle est revenue, elle est Roser Betchouva, c'est-à-dire qu'elle est revenue au judaïsme de manière très forte. Elle a rencontré des gens qui appartenaient au monde de Rabad, et elle est devenue Lubavitch, et elle est partie vivre en Israël où elle a vécu 35 ans avant de s'éteindre il y a pas longtemps. Et ces années qui se sont écoulées ont creusé effectivement un fossé entre nous, parce que moi non plus, j'étais pas prêt et préparé à ça. J'avais pas reçu j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans, je savais à peine que j'étais juif. Enfin, je pense même que je ne le savais pas, j'aurais pas pu le dire. Et c'est dans leur séparation que j'ai commencé à comprendre, lentement d'ailleurs, très lentement, ce que ça voulait dire. Et quand ma mère arrive avec ce judaïsme entier, radical, dans le sens où c'est radical parce qu'il n'y a rien d'autre, parce que l'interprétation n'est pas le principe, je veux dire, le rapport de discussion avec l'autre n'est pas celui dans lequel je me suis senti concerné. Je me suis trouvé très décontenancé, mais je ne pouvais pas remettre les choses en question. On n'a pas été habitué à parler comme ça chez moi. Stéphane Fraisse, ça vous a blessé que votre mère fasse ce choix sans finalement peut-être vous tenir compte de ce que vous auriez peut-être voulu pour elle? Non, mais je vous arrête tout de suite, elle m'a pas blessé, elle n'avait pas d'ailleurs à tenir compte. Enfin, je veux dire que on fait des choix, on est adulte, on fait des choix parce qu'on a besoin, parce qu'on est en manque de quelque chose. Qu'elle ait fait ce choix, mais je le respecte totalement. Mais c'est qu'après, on était 2 enfants, mon frère et moi, et on n'était pas capable non plus de réagir à ça, de comprendre même ce qui se passait. Donc, on a pris tout ça de manière en bloc, et c'est plutôt de manière abrupte, voilà. Mais au fond, je respecte parfaitement sa décision. C'était un refuge pour votre mère? C'était quelque chose qui probablement la rassurait, effectivement, mais aussi de naissance à toute cette chose très mystique qu'elle avait en elle. C'est une femme très, très marquée par la spiritualité, par une recherche d'un monde spirituel, par un monde. Ouais, c'est une femme qui parlait d'ésotérisme, voilà. Et ça me plaît d'ailleurs. Je vous dis pas que ça ne me plaît pas du tout, au contraire. On va revenir sur la question de votre mère dans un instant, mais d'abord on va parler de votre film, évidemment. Mais c'est pas que de ma mère, parce que là vous êtes en train de me dire que je suis venu parler de ma mère. Absolument pas, mais j'ai envie de savoir, mais je vais pas vous faire un teasing qui, voilà. On va progresser ensemble. Ce film, vous nous proposez alors votre première réalisation, donc à la réalisation mais aussi à l'écriture. Tu choisiras la vie. Il est joué par Lou Delage, Pierre-Henri Salfati, auteur, scénariste, réalisateur que l'on connaît bien, Riccardo Scarmarcio. C'est une star en Italie, vue notamment dans le rôle d'Orlando dans le film Dalida de Lisa Azuelos. Il sera en salle mercredi 25 janvier. Bande annonce. C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. Hi. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Vous croyez aux fées? Vous croyez bien en Dieu. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non.
juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? Tu étais où? Toi, l'éternel que t'es mon Dieu, donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs. Je ne connais rien de ce monde. Mais je peux plus revenir en arrière. Tu choisiras la vie. C'est un film que vous avez mis 10 ans à écrire, Stéphane Fraisse. Je suis lent. Non, moi je pense que les bonnes choses doivent pas surtout, être attention. mûries. Oui, non, mais c'est, mais justement, puisque vous avez engagé là-dessus, oui, parce que, en fait, de ce judaïsme que je ne connaissais pas, j'ai été écartelé entre, effectivement, quelqu'un qui ne voulait pas en entendre parler et quelqu'un qui ne pouvait en parler que de cette manière-là, c'est-à-dire en suivant cette manière de penser le judaïsme d'un point de vue rabbad. Il n'y avait pas d'entre-deux pour moi. Et il m'a fallu longtemps pendant l'écriture de ce film pour comprendre que j'avais pas fait tout ce travail de réflexion sur tout ça, qu'on pouvait prendre... que j'avais même un devoir d'interprétation que je n'avais pas encore engagé et de réflexion et d'oser sortir de la route. Ce que je dis d'ailleurs dans le film, pour en fait me retrouver sur ma route. C'est quoi votre route, Stéphane Fraisse? Ah bah je sais pas. Attendez, je vais m'allonger alors. Vous prenez pas trop cher parce qu'en ce moment c'est gratuit. C'est difficile. Hein, vous savez, réalisateur, ça paye pas bien. Ma route, c'est justement aujourd'hui d'encourager la question plutôt que d'assurer une réponse, ce que j'ai fait longtemps dans ma vie, et de ne pas avoir peur, une fois que je l'ai posée, d'en reposer une autre. C'est très juif, ça, vous savez. Qui peut-être se contredit. Ah ben, je suis quand même très juif, hein, attention. Hein. Je le vois. Mais ça se voit. D'ailleurs, voilà, j'essaie toujours de comprendre et je ne cherche pas à avoir, de moins en moins à avoir raison. En fait, c'est ça. J'essaie de me fissurer, comme dirait ma camarade très chère. Je me mets j'essaie de me mettre dans une situation plus inconfortable que celle dans laquelle je me suis longtemps mis et qui, bon, m'a permis d'avancer, de donner l'impression que j'étais plus fort que je ne l'étais d'ailleurs. Et ça m'a joué des tours aussi. Parce qu'en fait, moi je suis plus intéressé, j'en parlais encore tout à l'heure, je répondais à une interview, si je me suis retrouvé contre un mur avec la personne avec qui j'étais, je lui dis, vous voyez, le mur il m'intéresse pas beaucoup. Mais si par contre ce mur avait une énorme fissure au milieu, je ne regarderais que cette fissure, j'essaierais de comprendre, est-ce que le mur va me tomber dessus, d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il y a de la lumière qui passe, c'est quoi cette lumière? C'est ce que je suis en train de découvrir avec ce film, et c'est parce que je suis avec vous, et que hier j'étais à Angers, avant-hier à Avignon, que chaque jour, les gens qui le voient me renvoient à ma propre image. Et oui, parce qu'il y a cette interprétation, Stéphane Fraisse, que maintenant chacun peut s'approprier, puisque ce film ne vous appartient plus. Dans quelques jours, il appartiendra au monde. Et alors, ce film devait s'appeler Face à toi au départ. Cela aurait très, très bien collé avec la scène de fin, extrêmement poétique. Mais je ne veux pas trop en parler, si vous... Non, ça, on ne va pas le faire. Ça, on ne va pas le faire parce qu'on va laisser le soin aux auditeurs de venir le découvrir, bien sûr. Mais je vais vous donner mon interprétation, si vous le voulez bien. D'accord, mais non, et qui ne sera que la mienne. Évidemment, c'est promis. D'accord. C'est un film que je visualise comme un film d'auteur, un peu israélo, franco, italo, français. C'est l'histoire d'une jeune femme qui écrit à son père pour lui dire qu'elle prend un autre tournant, finalement, que quelque part, cette foi très présente, elle commence à s'en écarter. C'est une femme qui étouffe. Elle étouffe dans le rite, dirons-nous, dans lequel elle est née, dans une mise sous tension pesante, lente, comme finalement ce qu'elle ressent, je crois. Et on sent alors tout ce que vous avez voulu mettre dedans, quand le bonheur ne tient qu'à une robe. On veut la marier, elle fuit cette sensation, cette situation, même parce qu'à 26 ans, elle veut... sortir des carcans dans lesquels on l'a mise, sans savoir que finalement, peut-être Dieu ne la quittera jamais. Ben c'est très beau ça, mais il faut que vous en fassiez un film. Moi j'irai le voir, hein, je vous le dis. Avec plaisir. Mais au-delà de tout, je crois, Stéphane Fraisse, c'est un film que vous avez voulu faire sur comment fait-on pour bien transmettre l'amour, la liberté. Oui, c'est un film sur la liberté, l'émancipation. C'est pas une comédie romantique, c'est pas d'ailleurs un film romantique. Non. C'est une histoire d'amour très forte qui va naître de cette rencontre. Mais au départ, l'amour pour soi-même aussi. Oui, peut-être que c'est des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire s'aimer. Et on leur a pas laissé le temps pour ça.
L'un a perdu son père trop tôt et se retrouve à creuser un sillon dans la terre, son propre sillon finalement. Et elle, elle prie Dieu, elle remercie tout le monde sauf elle d'être ce bon petit soldat. Moi, ce que je dis, puisque vous avez vu le film n'est à charge de personne. Je ne lui donne même pas raison à sa volonté de s'arracher de ce monde. Mais à un moment, si l'urgence, si la nécessité est de vous arracher à ce qui vous a en partie construit, c'est que ça veut dire quelque chose, il faut l'entendre. Voilà, elle sent qu'à l'intérieur d'elle, il y a un vent de liberté qui est plus fort que tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a perdu la foi, comme elle le dit au début. Et puis parfois on dit des choses, mais on va beaucoup plus loin que ce qu'en réalité on a à l'intérieur de soi. Moi, j'avais pas envie d'écrire que le personnage se décrive parfaitement. Elle pousse un cri qui dit qu'elle a perdu la foi. En fait, elle étouffe dans un périmètre trop dogmatique. Et c'est ce dogme que je pointe du doigt là dans le film. Et on va en parler. Au début du film, vous citez le Deutéronome, de son nom grec, qui est le 5e livre de la Torah, Dvarim en réalité, sous son nom hébraïque, qui est une forme de testament de Moïse. La phrase étant « Vois, j'ai placé face à toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, car de cela dépend ta vie. » Je voudrais qu'on s'arrête là. Votre interprétation à cela, c'est quoi ? D'abord, le film s'appelait Face à toi, parce que cette phrase a longtemps été, cette partie du Deutéronome m'a souvent accompagné, et face à toi, ça voulait dire face à soi, face à vous, face à lui, face à tout, en fait, face au monde. Et puis aujourd'hui, j'entends parce que je suis moins jeune, parce qu'autour de moi, je sens que je suis à un moment où plein de cycles de ma vie sont en train de s'arrêter ou se transformer. Je sens que le besoin de réclamer le choix de la vie, de réclamer l'urgence de ne pas m'arrêter, de ne pas me figer, de savoir ouvrir les yeux sur mes enfants, de savoir ouvrir les yeux sur un monde et de cesser un peu moins de me préoccuper de moi, c'est essentiel. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette invective divine, et j'entends que dans Tu choisiras la vie, quelque chose qui est une nécessité pour moi et pour tout le monde. Qui est d'être heureux ? Qui est d'être en harmonie avec ses choix, mais pour qu'il y ait des choix, il faut oser. Il n'y a pas de choix si on ne bouge pas. Vous parliez du libre arbitre tout à l'heure dans ce verset, et dans la continuité de ce verset, Moïse fonde le principe du libre arbitre. Il dit « tu as le choix », mais il veut bien dire « choisis le bien » avec un grand B, ce que je t'ai enseigné comme le bien et qui est les fondements de la Torah, parce que c'est ça la vie. Et puisque finalement, on se pose cette question à un moment donné, savons-nous, nous finalement, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ? Bien sûr, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je pense que l'un n'existe pas sans l'autre. Je me dis souvent que si j'ai été créé et que j'étais cet homme plein d'une foi divine, ce que je ne suis pas exactement. Mais vous vous en rapprochez de plus en plus, non ? Non, c'est pas que je m'en rapproche, c'est que je n'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Ou je vais dire plutôt autrement, j'ai la foi. Mais j'ai une foi qui n'accepte pas d'être enfermé dans quelque chose. Voilà, en fait. C'est dit très vaguement et avec peu de précision. Stéphane Fraisse, j'ai vu votre film. Objectivement, puisque nos auditeurs font partie de cette communauté orthodoxe dont vous parlez, est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que vous pensez que certains pourraient se sentir un peu heurtés quelque part par cette remise en cause, alors qu'eux ont grandi toute leur vie justement avec peut-être ce sentiment d'être heureux comme ça? Mais attendez, qu'on se comprenne bien. Ma mère vivait à Kfar Chabad, qui est quand même un village particulièrement central dans le monde Rabat-Lubavitch. Moi, quand j'étais là-bas et que j'étais au milieu de ces gens que je connaissais en partie, je me sentais à la fois un peu zélig, c'est-à-dire que je me changeais juste avant d'arriver, je mettais mes pantalons longs, ma kippa, je donnais l'impression de donner le change, et je me sentais pas si mal que ça, en réalité. Simplement, je n'étais pas dans mon monde, dans celui dans lequel j'ai besoin de m'épanouir. J'avais l'impression
qu'on posait, que j'avais du respect pour ce que je voyais, enfin, j'avais du respect pour les gens que je voyais sortir d'une synagogue, pour les gens que je voyais à la yeshiva qui travaillaient. Je respectais ça, mais je ne me reconnaissais pas. Ce n'était pas moi. Voilà. Donc, je peux comprendre que certains... Je trouve que le film, malgré tout, est très tsniout, parce qu'il pose des questions, mais il prend personne à charge. Qu'est-ce que le personnage du rabbin, que joué par Salfati dans l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il transmet une parole parfaitement louba, en réalité, sur l'idée que on ne sort... Enfin, c'est-à-dire, on sème quelque chose qu'on ne verra jamais pousser et que ceux qui viendront après nous verront. C'est une parole de grande sagesse. Je la connais et la reconnais, cette sagesse. Voilà. Mais il faut faire la part des choses. C'est plutôt l'astreinte et la contrainte de ce que ce monde a dans sa construction dogmatique qui m'étouffe. Voilà. Mais, Stéphane Fraisse, la grande question et le lien que je voulais tendre tout à l'heure, c'est ce film, c'est la transmission. C'était très important pour vous de le dire. Il est dédié à votre mère. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis qui est dans ce film ? Elle m'a déjà probablement transmis le besoin de l'écrire, parce que je pense que, pas qu'elle, mais elle en est en partie responsable. J'espérais, et c'est pour ça que j'en souffre beaucoup, qu'elle ne puisse pas voir le film, j'espérais que ça puisse créer un pont entre nous, un pont qu'on puisse traverser ensemble, et sur lequel on aurait trouvé des points d'union, des points d'échange, des moments où on serait tombé... Je dis pas d'accord parce qu'on s'en fout en réalité, mais sur lesquels on aurait pu échanger. J'aurais pu un peu traverser la carapace, la voir un peu plus démunie, plus. Elle était vulnérable. Elle était vulnérable et en même temps, elle colmatait sa vulnérabilité en étant d'un respect divin. Extraordinaire. C'était la sainte du village de Kfar Haba, me disaient tous les gens qui étaient autour d'elle. Et quand elle a été enterrée et que je me suis arrivé donc pour son enterrement, c'était incroyable. Je pensais qu'il y aurait 3 ou 4 personnes autour de sa tombe. Et en fait, tout le village était là. Et on est sorti, c'est un enterrement de nuit que je n'oublierai évidemment jamais de ma vie. Et je suis arrivé en catastrophe pour arriver à temps. Et on est sorti avec sa dépouille et on a traversé le village et tout le monde sortait. Tout le monde sortait de toutes les maisons pour me dire mais tu sais que ta mère elle est assise à côté des Mashiach, etc. J'étais bouleversé par ce que je voyais et je comprenais que en fait cette femme je l'avais peut-être pas non plus perçue comme... Et puis je voyais des enfants s'approcher d'elle, je me disais tiens mais pourquoi elle a eu un rapport si compliqué et par moments distant avec mes enfants et pourquoi elle était si proche de ses enfants du village. Tout d'un coup tout se bousculait, mais je voyais bien que c'était une femme très différente de celle que j'avais perçue. Et c'est une chose que je pourrais pas réparer dans le sens où ce qui est fait, mais je me dis qu'on perçoit des autres et ce qui est tellement différent que voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Un film à mon sens réparateur, je pense, Stéphane Fraisse. C'est un film qui me met un peu face à moi-même et qui me libère probablement de beaucoup de choses. Ouais. On va poursuivre cette émission ensemble, évidemment, avec vous, Stéphane Fraisse, pour ce premier film « Tu choisiras la vie » en salle mercredi 25 janvier. Dans un instant, on poursuit aussi cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Vous restez avec nous sur Radio J, le rappel des titres. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, l'acteur Stéphane Fraisse, réalisateur de son premier film « Tu choisiras la vie » en salle mercredi 25 janvier. Et nous étions en train de se regarder, Stéphane Fraisse, et d'en parler. Je sens encore, moi, qu'il y a des choses à dire sur ce film que j'ai vu, qui a été pour moi comme une lente aspiration à quelque chose. Et j'ai envie qu'on continue d'en parler parce que je sens qu'il y a encore d'autres choses à dire. De toute façon, je pourrais c'est en parler. C'est 1h30 de film, donc forcément, il y a beaucoup de choses de vous dedans. Je pourrais même rester jusqu'à demain matin pour en parler. C'est-à-dire, la grande frustration, c'est de devoir en parler aussi vite et de ne pas prendre le temps. On peut pas... Ce film, c'est juste une porte... Il y a une très jolie proverbe italien qui dit « Si chiude una porta, si apre un portone ». C'est-à-dire qu'une porte se ferme
mais derrière une plus grande porte, une porte cochère, une porte cachère en fait, s'ouvre. Et c'est vrai que ce film m'aide à ouvrir une porte de questionnement. Les réponses, c'est très juif, ne m'intéressent pas beaucoup, c'est les questions. Et ce film me permet de poser une question et de l'abandonner pour en poser une autre qui se construit sur celle que j'ai posée avant, mais qui ne trouveront pas réponse. Quand vous m'engagez sur la mer tout de suite, vous m'avez un peu désarçonné parce que, en fait, c'est très complexe. Je ne pense pas que ce film naisse simplement d'un besoin de m'adresser à ma mère, mais d'essayer de comprendre quelle a été ma place et quelle est ma place aujourd'hui, à la fois en tant que juif et de quoi j'ai hérité, qu'est-ce qui m'a été transmis. Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement ce qui m'a été transmis ? Peut-être pas, puisque je fais ce film, et ce film dit des choses. Mais au fond, de déverrouiller des choses qui avaient été probablement... qui s'étaient figées. Il y a encore des questions, bien sûr, Stéphane Fraisse, en suspens. Mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr. La question déjà de la transmission à nos propres enfants. Moi, je suis... Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre au vôtre, justement ? Peut-être qu'il me fallait d'abord passer par cette étape où ce film... C'est un prélude pour moi, ce film, Stéphane. Oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est un prélude. Il fallait d'abord, peut-être que je m'arrache de ma relation, je dirais de la relation avec mes parents, pour commencer à affronter la relation avec mes enfants. J'ai peut-être mis beaucoup de temps pour ça. C'est pas grave. J'ai peut-être été un enfant pendant longtemps. Et d'ailleurs, le métier que je faisais, et que je fais encore quand même, entretient beaucoup ça. Et peut-être que c'est un acte de maturité aussi, d'avoir à un moment un besoin, comme disait... Noiret dans Les Chouans, où il me disait, tu vois Stéphane, j'en ai un peu assez de faire l'enfant. Et ben oui, peut-être qu'il y a un moment où on en a un peu assez de faire l'enfant. On a souvent parlé de vous comme le jeune premier. Je n'ai jamais compris, très franchement, parce que quand on vous rencontre, il y a tellement de choses à l'intérieur, pas du tout, plus incroyables que l'aspect physique. Et je crois que ce qui vous intéresse en plus, vous, c'est ce qu'il y a au fond. Je ne sais pas ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse, c'est de me retrouver dans des situations où je peux... Vous savez quoi ? Dans des situations où je peux enfin commencer à écouter l'autre. Je pense que pendant très longtemps, et surtout ce métier, ce monde-là, entretient une espèce de choses autour de nous-mêmes. Voilà. J'ai été un peu... Et puis le succès aussi, vous pousse toujours un peu plus à vous regarder et vous éloigne en fait de la curiosité, de l'attention à l'autre. Ce film est passé derrière la caméra m'a aussi permis de ne plus penser à moi et de ne plus vous mettre en scène vous, mais de mettre en scène autre chose de vous. Voilà, oui. Donc en ça, vous vous intéressez beaucoup plus à l'intérieur qu'au reste. Oui, je sais pas. Même si les images sont merveilleuses, il faut le dire, dans ce film. Oui, mais bien sûr, non, mais c'est tourné dans les pouilles. Le film pose question sur beaucoup de choses, bien sûr. Oui. On va continuer cette émission avec ce que vous aimez, ce que vous affectionnez ou qui pourrait vous plaire. C'est tout de suite sur Radio J. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, excusez-moi pour ma voix un petit peu prise. Bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérôme qui est à côté de moi. Stéphane Fraisse, déjà, moi je suis ravie de vous retrouver sur Radio J, que vous connaissez bien parce que vous étiez venu assez souvent, en tout cas, parler de vos spectacles, en tout cas pour moi. Alors, c'est la première fois qu'on vous voit en tant que réalisateur de film pour ce premier film, Tu choisiras la vie. Un film, comme le dit Cyrielle, très, très élégamment, qui parle de liberté, d'émancipation et du poids de nos traditions, des thèmes malgré tout, avant, puisque je pense que c'est peut-être un nouvel homme aujourd'hui, mais c'est le même, mais qui évolue aujourd'hui à l'âge que vous avez et qui n'est plus le jeune premier, même si on vous a connu à 25 ans jeune premier, je dirai pourquoi tout à l'heure. Ce sont des thèmes qui vous portent, parce que les spectacles dont vous parlez vous ressemblent. Ce sont des thèmes qui parlent de liberté, d'émancipation, d'évolution. Vous aimez tous des oiseaux. C'est un spectacle de l'auteur d'origine libanaise Wajdi Mouawad, qui est une fresque multiculturelle qui raconte justement l'impossible quête identitaire d'un jeune juif allemand et d'une américaine d'origine palestinienne. J'avais aussi adoré ce spectacle. C'est l'histoire d'un Roméo et d'une Juliette dans le monde actuel, racontée d'une écriture brûlante.
vous aimez aussi le spectacle de Corneille que vous avez joué dans votre parcours théâtral que je vais vous raconter. Parce que finalement, ce sont vos professeurs d'art dramatique, Yves Pignot et Yves Lemoine, qui vous mettent le pied très vite à l'étrier. Et en 1984, il se passe quelque chose d'extraordinaire, Cyrielle, c'est que Giorgio Strehler, un metteur en scène italien, c'était le metteur en scène le plus célèbre, c'était un dieu, il était assez fascinant, il était assez impressionnant, vous offre le rôle du jeune héros dans l'illusion comique de Corneille au théâtre de l'Odéon, qui est un des plus beaux théâtres de France et d'Europe, avec une poignée tout simplement de stars, Didier Sandre, Gérard de Sarthe, Nathalie Nel. Et dans le programme de l'époque, Strehler parle justement, parce que j'ai repris le programme de l'Odéon en 84, de l'aventure d'amour et de culpabilité d'un père qui recherche son fils perdu par sa faute et l'histoire d'un fils qui ne réussit pas à trouver son identité et son destin. C'est quand même un petit peu prémonitoire, je sais pas. Et une pièce magistrale, un cadeau pour un jeune comédien de 25 ans, avec un metteur en scène considéré comme un dieu. Vous vous en souvenez, j'imagine ? Ah bah oui, je m'en souviens bien, oui. Non, mais enfin, tout ce que vous me dites là depuis que je suis arrivé, c'est que je cherche à savoir qui je suis, quoi. C'est vos interrogations, Stéphane Fraisse. Non, mais c'est pas la vôtre aussi ? Bien sûr. Bah mais c'est celle de tous. Ben voilà. De toutes et toutes. Voilà. Et c'est l'important. Voilà, chacun cherche à sa manière, avec ce qu'il a entre les mains, avec ce que la vie lui donne, et peut-être ce que lui donne à la vie aussi, à comprendre ce qu'il fait là. Et comment il peut faire de ça quelque chose qui peut non seulement lui faire du bien, mais surtout commencer à faire du bien à ceux qui lui sont chers. En tout cas, c'est avec ce spectacle que, en 1986, que la Comédie Française vous ouvre les portes. Vous y restez. Vous décidez d'en partir assez rapidement. Je ne sais pas, ça dure peut-être 2 ans, l'histoire d'être pensionnaire. Et une dizaine d'années plus tard, on vous retrouve sur la scène du théâtre La Bruyère, dont le directeur de l'époque, le metteur en scène Stéphane Meldeg, vous choisit pour C'était bien, une comédie sentimentale, dramatique, un peu politique à l'époque de la chute du mur de Berlin, du Britannique James Saunders, qui vous vaut tout simplement le Molière de la révélation théâtrale. À partir de ce moment-là, Stéphane, les propositions et les succès vont s'enchaîner avec le gratin des auteurs et des metteurs en scène de l'époque et d'aujourd'hui, c'est-à-dire Éric Emmanuel Schmitt, Roger Planchon, Alfredo Arias, Georges Lavelli, Bernard Murat, Yasmina Reza. On demande Stéphane Fraisse dans toutes les productions de théâtre. Un superbe compliment, je crois, pour l'acteur que vous êtes, Stéphane Fraisse. Oui, ça me fait très plaisir. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que toutes ces propositions affluent ? Parce que Stéphane Fraisse, vous êtes toujours un acteur de théâtre qui a beaucoup de qualités, vous êtes beau, séduisant, vous possédez un jeu extrêmement mobile, vous comprenez très vite les situations, vous êtes très fin dans vos interprétations, vous évitez toujours les clichés, les choses lourdes, quel que soit le style et l'époque de la pièce. C'est donc un comédien idéal, par exemple, pour les variations énigmatiques, vous vous en souvenez, que vous avez tout simplement joué au Théâtre Marigny avec monsieur Alain Delon, oui, non, je l'ai joué au Théâtre de Paris. Au Théâtre de Paris. Et c'est une rencontre aussi au sommet qui ne résout pas les questions, avec un faux journaliste qui vient questionner un vieil écrivain autour de la question compliquée: qui aime-t-on vraiment quand on aime ? Point d'interrogation. Je vous laisse répondre. C'est Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Yasmina Reza, on a aussi pas mal de questions, sans avoir toutes les réponses, puisque Yasmina Reza vous offre une autre pièce qui s'appelle 3 versions de la vie, mise en scène par Patrice Kerbrat, 3 versions d'une même situation conjugale qui renvoient à la même difficulté d'être. Et dans une interview au journal Le Monde, l'auteur, donc Yasmina Reza, se confie. Elle dit: mon écriture fait une confiance totale à l'acteur. Avec un acteur médiocre, il ne reste rien d'une pièce. Plus de sous-texte, plus de densité, plus de silence, plus aucune perversité, rien. Il faut donc avoir le courage d'attendre, ce que ne comprennent pas la plupart des jeunes auteurs que j'ai rencontrés, trop impatient d'être joué. C'est elle qui l'écrit. Pour terminer, plus récemment, vous avez interprété Alors, plus récemment, il y a 2 spectacles. Vous jouiez le père dans Le Fils de Florian Zeller, un chef-d'œuvre théâtral qui tend un miroir cinglant à tous les parents d'un fils de plus de 15 ans. Et encore plus récemment, ça c'est un spectacle que vous interprétiez en solo. C'était tout simplement le jeune Romain Gary dans La promesse de l'aube, l'histoire bouleversante d'un garçon dont la destinée est liée, encore une fois, à l'amour de sa mère et à l'espoir qu'elle mettait en lui. Et vous étiez dans un simple fauteuil avec des piles de feuilles dactylographiées. Vous faisiez de ce spectacle un véritable hommage à cet auteur, à son œuvre, gorgée d'émotion, d'amour et d'humour aussi, il faut le dire. Stéphane Fraisse, ça c'est ma question. À quand votre retour sur scène ?
D'abord, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre là depuis un moment. Je me disais, mais j'ai fait tout ça et tout ça finalement, effectivement, repose la question de chaque fois de savoir qui es-tu en fait. Et à un moment, je le comprends parce que je m'appelle Eric Larsen, parce que je m'appelle Romain Gary, parce que je m'appelle. Et pendant ce temps-là, à travers l'identité de quelqu'un d'autre, respire un peu quelque chose de moi, et puis probablement ça se réenfouit. Et c'est ça, je crois que c'est cette espèce d'accordéon que nous sommes, nous les acteurs, et nous les créateurs en général, je trouve les artistes. Mon prochain spectacle, je vous le dis tout de suite, je jouerai normalement en septembre. On ne sait pas encore où exactement, une pièce de Fabrice Roger-Lacan qui s'appellera 3 secondes et qui est les 3 dernières secondes d'un homme. C'est trop beau. Voilà. C'est trop beau. Ça, c'est un vrai teasing. Ça donne vraiment, vraiment envie. Ah oui, merci. La pièce est absolument incroyable. Mais ça donne envie. Ouais. Ces 3 dernières secondes, c'est une grande question. Vous allez voir que je vais vous poser dans un instant dans cette émission, dans une séquence qui s'appelle Tac au tac. On va y venir. Réfléchissez. Je suis très mauvais là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Déjà, vous avez vu, quand vous me laissez une demi-heure, je parle mal. Mais alors, lors du tac au tac, c'est une catastrophe. On va essayer. On va tricher un petit peu. Je vous donnerai les questions en avance. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors vous nous avez donné une longue liste d'artistes et d'œuvres que vous aimez. On ne pourra pas tous les traiter, on a dû faire des choix. On commence en musique avec un chanteur que vous écoutez beaucoup en ce moment puisque je vous cite, vous passez beaucoup de temps avec l'une de ses fans. Ce chanteur, c'est Jean-Jacques Goldman. Et il y a une chanson apparemment qui vous touche en particulier en ce moment, c'est Puisque tu pars. On écoute un extrait. Puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Puisque tu pars, une chanson sortie en 1988 qui traite de la séparation et de tout ce que cela implique, un titre dont Jean-Jacques Goldman a eu l'idée à la fin de ses concerts dans les années 1980. À chaque fois, les spectateurs ne voulaient pas le voir partir et chanter juste avant qu'il ne quitte la scène. Ce n'est qu'un au revoir. Dès lors, Jean-Jacques Goldman a donc écrit cette chanson dont la morale est qu'un départ n'est pas nécessairement triste, mais qu'il peut aussi y avoir des côtés positifs à une séparation, de quelque nature qu'elle soit. Et je sens que vous aviez envie de rebondir. Non, mais vous savez pourquoi je l'aime particulièrement en ce moment, cette chanson. Je la connais pas depuis très longtemps, mais je connais pas très bien Jean-Jacques Goldman d'ailleurs. C'est parce que mon fils vient de partir avant-hier soir pour un voyage autour du monde d'1 an et demi. Et c'est un arrachement énorme. Alors en fait, j'ai écouté cette chanson juste après qu'il soit parti, et j'ai eu l'impression qu'elle me racontait son départ à lui, et combien il fallait que justement je comprenne ce que voulait dire le manque. Et combien le manque me renvoyait aussi à des choses, puisque je pensais que c'était une émission plus légère, mais très analytique. Combien elle me renvoyait aussi à peut-être ce que je me reprochais de ne pas avoir donné. Voilà, donc et elles sont belles les paroles de Goldman. D'ailleurs, en général, oui. Il a des paroles incroyables. Votre fils est parti, mais il va revenir. Exactement. Alors, on poursuit avec une autre chanson que vous adorez. Il s'agit de Bohemian Rhapsody de Queen, un titre sorti en 1975, très avant-gardiste pour l'époque et qui a une histoire assez incroyable. Nous sommes donc au début des années 70. Freddie Mercury veut à tout prix composer une chanson mélangeant le rock et l'opéra, ce qui est totalement révolutionnaire à l'époque. Alors lors des premières sessions d'enregistrement, le projet est tellement vaste et en perpétuelle modification que les premières bandes enregistrées sont étiquetées Fred Sings, le truc de Fred, qui est donc le premier titre de la chanson avant que le titre Bohemian Rhapsody ne soit choisi. Bref, le travail sur cette chanson est tellement immense que l'enregistrement dure 6 semaines. Alors, vous voyez, 6 semaines c'est long. Alors, on parlait tout à l'heure que vous avez mis 10 ans à faire votre film, Freddie Mercury avec encore un petit peu de marge. En tout cas, il y a une incroyable anecdote qui illustre le travail titanesque fait sur cette chanson. À l'époque, les studios d'enregistrement n'offrent que 24 pistes sur des bandes magnétiques, alors que Queen a besoin de beaucoup plus pour faire tenir les instruments et tous les chœurs. Les bandes magnétiques de la chanson finale sont donc utilisées jusqu'à 8 niveaux par certains endroits, à tel point que ces bandes initialement opaques deviennent transparentes au fil des sessions d'enregistrement qui peuvent durer jusqu'à 12 heures. Au final, Bohemian Rhapsody est le morceau le plus cher de l'histoire de la musique jamais réalisé, mais le succès est à la hauteur des efforts de Freddie Mercury, puisque 47 ans après sa sortie, la chanson a passé la barre des 1,5 milliard de vues sur YouTube, 47 ans après sa sortie. Et c'est l'occasion de vous poser cette question. Moi je l'ai vu 1,4 milliard, c'est vous. Cette chanson, elle vous fait pleurer en ce moment, je crois, Stéphane Fraisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Celle-ci, qu'on écoute là ? Parce que
D'abord parce que je trouve que ce personnage est inouï et qui me manque. Sa folie, son audace, son ambiguïté, ce qu'on pourrait appeler de manière très rapide sa décadence, mais en fait je le trouve au contraire merveilleusement vital. Et puis c'est un homme qui n'a pas été compris tout de suite, ça c'est toujours bon signe. Voilà. On va poursuivre dans votre univers musical, Stéphane Fraisse, avec, ou plutôt film cinématographique, avec votre film préféré, Jérôme. Oui, alors il s'agit de... Mais j'avais quand même donné plein d'autres musiques. Ah, vous en avez plein donné d'autres, il faut faire des choix. Alors là, on passe au cinéma. Et il y a un film qui est votre référence absolue, je crois, c'est Il était une fois un merle chanteur de Otar Yosseliani, un film soviétique sorti en 1970, dont on peut entendre un extrait de la bande originale. Alors ce film raconte donc l'histoire de Guilla, si je prononce bien, timbalier dans un orchestre symphonique dont la vie professionnelle se résume à donner un coup de timbale au début et à la fin d'un concert. Alors insaisissable, distrait, séduisant à son insu, sans cesse en mouvement, notre héros vit comme un oiseau sur une branche, d'où le titre du film peut-être. Oui, mais voilà, le destin va se montrer cruel. Un jour, alors qu'il est comme d'habitude pressé et qu'il est troublé en regardant de jolies filles, il trouve la mort dans un accident de circulation. Alors ce film, il est rempli de symboles qui ne vous auront pas échappé. Le réalisateur nous offre le portrait très contemporain d'un citoyen soviétique, mais qui inconsciemment est totalement réfractaire au régime dans lequel il vit. Pour la petite anecdote, ce film a d'ailleurs longtemps été interdit à l'exportation. Il arrive en France qu'en 1974, 4 ans après sa sortie. Alors, illustration symbolique de ce décalage entre le héros et le régime soviétique, le contraste entre l'oisiveté et la légèreté de Guilla et le professionnalisme presque militaire des travailleurs qu'il rencontre tout au long du film, durant son odyssée. Une odyssée durant laquelle, tel un merle de branche en branche, le héros voltige dans la vie avant d'être brutalement frappé par le destin. Avec une morale de ce film qui pourrait être que face au temps qui passe, mieux vaut ne pas perdre son temps à penser à la mort, mais au contraire songer à la vie et à son sens. Un film qui vous a bouleversé, Stéphane Fraisse. Vous déclariez même que votre vie a changé à partir du moment où vous l'avez vu. Vous êtes en effet totalement reconnu dans le personnage principal, Guilla, qui cherchait désespérément une raison de vivre, une identité, mais faisait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire pour y arriver. Donc c'était vous. Oui, alors là, pour le coup, tout ce que vous avez décrit jusque-là, c'est moi. J'ai même écrit d'ailleurs un essai sur ce film qui s'appelle, je me souviens plus comment je l'avais intitulé, mais je voulais juste pas ressembler à la fin de Guilla, parce que je m'y retrouvais tellement. Il y a une anecdote assez drôle d'ailleurs, c'est qu'un jour je vais à Cannes parce que j'avais un film qui était en compétition, et dans l'avion, Otar Yosseliani est assis devant moi, et mon épouse à l'époque me dit regarde qui est devant toi, va le saluer quand même. J'étais tellement intimidé que j'y suis pas allé, elle m'a poussé, je suis pas allé, puis quand on est sorti dans le sas pour sortir de l'avion, elle me pratiquement pousse vers lui, donc je m'approche de lui, je lui dis monsieur Yosseliani, oui. Déjà, t'es bien calmé. Présence vocale. Je voulais juste vous dire que j'ai vu 19 fois votre film, et il m'a regardé et il m'a dit c'est trop. Voilà. Ça, c'est une jolie histoire. Ouais. Et là, comme j'ai présenté mon film à Tbilissi, je l'ai retrouvé, je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, après 20 ans, il m'a dit, ah oui, ça c'était moi. Et donc voilà, mais c'était ce personnage, je sais pas, il y a une espèce d'identification sur laquelle je dois encore m'interroger. Je trouve que ce qui est très beau chez lui, c'est qu'il a un ami horloger qui passe son temps à remettre des montres en route, et un chirurgien qui remet des cœurs qui se remettent à battre, et lui a l'impression qu'il fait rien, et pourtant tout le monde l'aime. Tout le monde, il y a une chose qui fait que, il y a une bienveillance et un esprit libre chez cet homme que lui ne voit pas chez lui, et que tout le monde reconnaît. Lui, il voudrait être l'autre, celui qui remet le mécanisme en route. Et d'ailleurs, vous parlez d'horloger, mais je crois que quand le héros meurt, on aperçoit sa montre, je crois, avec les secondes qui défilent, mais pas les minutes, c'est ça? Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Il y a une chose très symbolique et qui a à voir avec mon film aussi, c'est que quand il vient voir cet horloger à un moment, cet homme pose toujours son chapeau là où il y a, parce qu'il n'y a pas de porte-manteau. Et donc, comme il vient le voir et qu'il ne sait pas quoi faire, et au bout d'un moment, il voit le chapeau, il prend un clou et un marteau, et il plante un clou. Il plante un clou. Et il accroche le chapeau. Et à la fin du film, il se fait donc renverser par un autobus, et quand l'horloger rentre dans sa boutique, on comprend sur son visage et dans son corps qu'il vient d'apprendre la nouvelle. Il est très abattu, il ouvre la devanture de son horlogerie. On est en 70, le film est en noir et blanc. Il rentre lourdement dans sa petite boutique, il enlève son chapeau, il voit le clou.
il accroche son chapeau, et là, moi, ça me fait pleurer. Et vous parlez de Moi, ça me fait minutes pleurer encore maintenant. et de secondes. Les secondes que vous allez jouer au théâtre, du coup. Ah oui, 3 secondes, oui. Non, mais ça m'émeut parce que, d'ailleurs, bon, je vais pas en parler parce que sinon je déflore trop du film, mais je pense que on a tous un clou à planter. Et à laisser. Ben, celui qui le plante le laisse, généralement. Le laisse si d'autres le voient. Il faut planter un clou et faire comprendre qu'on a planté un clou, peut-être. On va terminer votre voyage dans votre univers culturel avec du cinéma israélien, Jérôme. Oui, changement de registre. Et il y a un très beau film qui fait partie de vos favoris, Stéphane Fraisse. Il s'agit des Citronniers d'Eran Riklis, sorti en 2008. C'est un des, parce que je l'avais mis en un clin d'œil, vu mon film. Hein, mais... J'ai vu qu'il y avait un clin d'œil, donc je me dis, je vais choisir celui-là. Alors, bon. C'est un film très touchant qui raconte l'histoire de Salma Zidane, rien à voir avec le footballeur, une veuve palestinienne qui vit seule dans sa petite propriété, limitrophe de la frontière israélo-palestinienne, une propriété constituée d'une bâtisse de pierre et d'un verger de citronniers. Problème, le ministre israélien de la Défense aménage une parcelle adjacente et les services de sécurité décident de déraciner les citronniers, perçus comme une possible cachette pour des terroristes. Alors Madame Zidane entame alors une procédure devant la Cour suprême d'Israël pour essayer de sauver ces citronniers. Et chose étonnante, elle trouve une alliée inattendue en la personne de Mira, l'épouse du ministre israélien. Une complicité se noue alors entre les deux femmes, qui va bien au-delà du conflit israélo-palestinien. Un film tiré d'une histoire vraie, très émouvant, d'une sensibilité rare, emmené par un excellent réalisateur qui, sans discours et par la seule mise en scène, réussit à éviter le manichéisme et montrer que si la palestinienne n'est pas libre, eh bien l'israélienne ne l'est pas vraiment non plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Et on a envie de savoir, Stéphane Fraisse, ce qui vous a touché dans ce film. C'est le clin d'œil au Cédra. Puisque c'est votre clin d'œil. Non, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu ça. Je me disais, bon, ben voilà. Mais ce qui m'a touché dans ce film, c'est un film qui parle de liberté, encore une fois. Pourquoi ne pas respecter ma liberté ? En quoi mes quelques citrons dérangent votre vie ? Il est en plus porté merveilleusement par Liam Abbas, si je ne me trompe pas, qui joue cette Palestinienne. L'histoire, vous l'avez très bien décrite, et je ne sais pas, il a été écrit par Eran Riklis, je crois aussi, il n'est pas coécrit d'ailleurs par un auteur palestinien, je ne sais pas. En tout cas, il raconte tellement bien, avec une distanciation merveilleuse, le problème de ce conflit. Voilà, je m'y suis retrouvé. C'est cette écriture-là que j'aime. Un film donc à découvrir. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Vous restez avec nous encore sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs. Notre coup de fourchette, évidemment, avec Jordi aujourd'hui. Et puis, juste avant cela, évidemment, une petite pause suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Vous nous aviez manqué, Jordi. Oui, je suis de retour. Bonjour Sayel, bonjour Stéphane Fraisse. Bonne année, je peux encore le dire. Jusqu'à fin janvier, en théorie, c'est possible. Ouais, donc je pense que c'est bon. Alors avant de commencer, ça fait longtemps que j'étais pas là. Je tiens à dire que ça fait longtemps parce que, pour cause, je suis parti me reposer après les fêtes dans un endroit charmant qui est vraiment synonyme de détente et de repos. Je suis allé à Las Vegas, donc vraiment le meilleur endroit pour se reposer. Je me suis dit que j'allais gagner de l'argent en allant au casino. Très belle logique quand le billet d'avion est à 1500 €. Mais bref, on n'a qu'une vie. Je me dis, allez, je vais me refaire là-bas. Puis pour rentrer aux États-Unis, j'ai vu que je devais payer $20. Donc j'ai perdu $20 avant d'arriver sur le sol américain. Et en arrivant à la douane, le gars me regarde mon passeport et me dit, c'est vous sur la photo ? Je dis, j'ai commencé à bégayer parce que je me suis dit, imagine, c'est pas mon passeport en fait depuis le début. En fait, si c'était moi, je lui dis, yes, it's me. Il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Je dis, stand-up, humoriste, Radio J, Chronicle Radio J. Do you know Chronicle Radio J? It's like radio, it's like a big bar mitzvah, but sans les enveloppes. Il a pas compris, évidemment. Il m'a dit de me mettre sur le côté. Je me mets sur le côté. Une collègue arrive, elle me dit suivez-moi. Je vais dans une pièce, je suis tout seul avec elle. Et là, je me dis ça y est. Je vais me prendre un doigt dans le cul. Ça y est, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Je suis sorti de la douane, je suis sorti de l'aéroport et tout s'est bien passé. J'ai rien gagné, évidemment. Et j'ai même perdu ma dignité, pour tout vous dire.
Voilà, donc je suis de retour en France, donc bonjour Stéphane Fraisse. Alors, ça c'est un comeback, hein? Oui, bah ça c'est un comeback, attendez, oui bien sûr. Où est-ce qu'elle est la gastronomie là-dedans? Oh, vous inquiétez pas, il y a de la gastro mais pas de la anomie. Et justement, ça arrive Stéphane Fraisse, ça arrive et attention. Bonjour Stéphane Fraisse. Ouais, alors là j'ai très peur. Ah, vous inquiétez pas. Alors tu choisiras la vie, un film qui raconte l'histoire d'une famille juive qui va faire la récolte du cédra, ce citron chelou qu'on croise à Soukhot. Et pendant cette récolte, Esther, la fille, va rencontrer le propriétaire de la ferme, Elio. Je n'en dis pas plus. C'est un film que vous avez tourné dans les Pouilles. Sachant que vous aimez beaucoup la gastronomie italienne, moi je vous conseille de faire une suite, toujours dans les Pouilles, où une famille juive va faire la récolte de la burrata, et elle tombe sur une autre famille juive qui, pendant les bénédictions, entend Baruchata, d'où le nom burrata. J'ai déjà le titre, tu choisiras le risotto ou les pâtes. Voilà, moi je pense qu'on peut faire une suite. Et vu que c'est le coup de fourchette, je ne peux pas ne pas vous parler de votre Madeleine de Proust, le bouillon de Knedler. Vous n'êtes pas du tout ashkénaze aujourd'hui. Ce nom est très bizarre, il y a trop de consonnes pour les... C'est pas possible, il y a trop de consonnes, il y a des consonnes qui vont pas ensemble. Je peux pas, je sais pas alors si c'est bon, je sais pas si c'est chelou comme le gay 50 fish. Je sais pas, parce qu'en fait, dans l'interrogatoire, on m'a demandé de mettre des trucs comme ça, j'ai mis tous les clins d'œil. Et tous les clins d'œil, vous les avez tous ressortis jusqu'à présent. Mais les vrais trucs, ceux que j'aime, les choses qui sont moi, vous les avez pas sortis. On est passé à côté, on est passé totalement à côté. Ah, c'est vrai? Alors, je suis désolé, mais avec plaisir. Non, le bouillon de Knedler, c'est un truc que ma grand-mère me faisait. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que j'étais juif. Ah, d'accord, oui. Alors, votre film parle d'héritage, hein. C'est vrai que c'est important, l'héritage. Mais je pense que plus important, c'est ce qu'on en fait. On peut complètement le transmettre ou prendre qu'est-ce qui est bon pour nous. Moi, j'ai déjà parlé d'héritage avec mon père. Je lui ai demandé si j'allais avoir un héritage. Il m'a dit oui, il y a la Citroën Saxo à 30 000 € d'amende. J'ai dit ok, donc longue vie à mes parents. Moi, pendant longtemps, je croyais que les huissiers, c'était des déménageurs. Mais en fait, non, puisque je déménageais pas. Voilà, petit aparté pour moi, encore une fois. Hein. Stéphane Fraisse, ce film est votre première réalisation. Moi, je vous ai connu dans un film où vous transmettiez le message à Cadmerat qu'il était muté dans le Nord. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que je vous ai connu. Évidemment, j'ai parcouru votre carrière, c'est un très beau parcours. Et aujourd'hui, voilà votre première réalisation qui parle de transmission, de liberté, avec un titre qui aurait pu être le 11e commandement dans l'étape de la loi. Tu choisiras la vie. Merci Stéphane Fraisse. Merci. Et on vous a choisi. Merci Jordi, évidemment, pour cette chronique sur Radio J. Tout de suite, la séquence tac au tac. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on passe avec vous à la séquence tac au tac. Stéphane Fraisse, vous me regardez avec des grands yeux et vos grands yeux bleus me disent mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Oh non, mais là au point où j'en suis maintenant. 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots, c'est parti. La recette de l'amour, Stéphane Fraisse, c'est... Faut demander à Jordi. Jordi, qu'est-ce qu'il répond? La fidélité et la confiance. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment, Stéphane Fraisse? Mon fils qui vient de partir. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Joker. C'est possible. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? J'aime bien tes questions. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Oh, putain, mais c'est dur ça, je suis très très mauvais. Alors j'aurais dû vous dire comme dès le départ que je suis très mauvais pour le questionnaire de Proust. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou? J'ai fait beaucoup de choses folles, il y en a trop. La plus belle qualité humaine pour vous? Putain, je déteste ces questions. Quelqu'un veut répondre pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît bien ici? De l'honnêteté, de la gentillesse, non, mais la franchise. Non, mais je veux pas. Non, je sais pas. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Stéphane Fraisse, 3 grands plaisirs. Je passe tout. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose qui est votre truc, Stéphane Fraisse? Alors, allez-y, parlons de mon truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tiendrait à cœur et que vous avez envie de dire sur Radio J? Non, mais je suis content alors que vous m'y ayez invité, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de ce monde dans lequel ma mère a vécu une partie de sa vie, et j'ai un frère avec lequel j'ai eu des moments formidables et des moments plus compliqués. Et je trouve que l'occasion, et surtout cette radio, est l'instrument le meilleur pour lui dire que ce film est aussi, comme il l'était, probablement, enfin, comme il l'était, l'occasion de créer un pont avec ma mère. C'est aussi l'occasion de créer un pont aussi ensemble et de retrouver ce qui a fait la joie d'une grande partie de notre vie, parce qu'on a passé des moments compliqués. Donc je suis content de lui dire que je l'aime, et que même si on est très différents et qu'on pense pas le monde de la même manière, il a des qualités humaines qui sont incomparables. Voilà, c'est un message d'amour.
Un beau message d'amour. Ouais, parce que c'est dommage, on a plein de choses qui nous séparent, mais on a plein de choses qui pourraient nous rapprocher. Et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Enfin bref, voilà, c'est pour Le ça. message sera reçu. Merci Stéphane Fraisse. Merci à vous. Merci beaucoup. On poursuit cette émission en musique sur Radio. 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, un coup de cœur en direct, Le Noiseur. Après un concert sold out, comme on dit à la Cigale en novembre dernier, il réédite cet album Relax. Et puis c'est l'occasion d'écouter un titre sur Radio J, Summer Slow 88. Summer Slow en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan. Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer Slow 88, écoute ces hits. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. Si tu me le demandais, je ferais tout pour toi. J'irai à NY pour te ramener un grec. J'aurai plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserai même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va, même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai easy comme un petit papillon. Summer Slow 88, écoute ces hits. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. 3 minutes et 30 secondes, c'est le temps qui m'est donné. 3 couplets, 3 refrains, c'est tout ce dont j'ai besoin. 81 BPM pour te dire combien je t'aime. Et l'on tourne sur nous-mêmes. Plus ça tourne, plus je t'aime. Summer Slow 88, écoute ce hit. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Le Noiseur sur Radio J avec ce titre Summer Slow 88 que l'on a apprécié évidemment. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je vous ai découvert par Instagram, on va dire les choses, et surtout parce que beaucoup de monde ont relayé votre concert qui était à la Cigale en novembre dernier, Le Noiseur. Comment vous êtes fait connaître ? Parce que je sais qu'en 2015, il y a eu un premier album qui a très bien marché. Et depuis, l'émotion se poursuit, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça exactement. Il y a un premier album qui est sorti en 2015 et puis qui s'en est suivi un deuxième donc en 2020, il y a à peu près un an, qui s'appelle Relax et qui a beaucoup fait parler de lui, plus que le premier. Et ça s'est terminé là en fin d'année par un concert effectivement à la Cigale, comme vous le disiez. Et donc il y a de plus en plus de gens effectivement qui écoutent mes chansons, qui me suivent, et notamment sur Instagram. Comme vous l'avez fait. Et il y a un choix de réédition encore plus relax ? Oui, c'est ça. L'album donc s'appelle Relax et la réédition, naturellement, j'ai voulu l'appeler encore plus relax. Quelle différence entre le premier et le deuxième ? Album, vous voulez dire, ou avec la réédition ? Avec la réédition, entre le premier album Relax réédité. D'accord, finalement. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux titres ? Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a 4 inédits en plus. Et puis il y a un titre qu'on a enregistré en live avec un quatuor à cordes et piano, trompette. Et donc 4 nouveaux titres qui montrent un peu, je pense, ce que va devenir la suite, ce que sera un peu le prochain album. Le prochain album. Le Noiseur, vous êtes auteur-compositeur et en ayant espionné longuement vos réseaux sociaux, vous adorez le second degré.
On le voit parce que vous reprenez des premières pages de couverture de catalogue. Et dans ce catalogue-là, notamment, on vous voit en photo. Ça m'a beaucoup fait rire, donc je recommande aux auditeurs de venir. Cependant, même si vous aimez ce second degré qu'on entend dans vos chansons, il y a un côté très profond. Vous dites aussi, je sais bien qu'ici, jamais rien ne dure. Il restera juste quelques photos sur les murs. Voilà, un côté très profond dans votre musique. Qu'est-ce que vous avez voulu donner de vous dans cet album et potentiellement la passerelle avec le prochain ? Dans cet album, moi, je parle beaucoup de... Je m'en suis rendu compte un peu après coup, je parle beaucoup du temps qui passe et de la mort et de l'acceptation de la mort, parce qu'il se trouve que j'ai perdu ma mère pendant l'écriture de l'album. Donc, ce sujet s'est évidemment invité dans l'écriture. Et c'est marrant, après coup, en réécoutant l'album, j'ai vu que j'en avais parlé dans beaucoup de chansons, mais de manière plutôt lumineuse et pas du tout pesante. J'avais envie plutôt, moi, de lui rendre hommage et d'essayer de l'accepter, en fait, d'accepter sa disparition. Et donc il y a des chansons qui sont à la fois légères dans leur forme, mais si on écoute un peu, si on tend un peu l'oreille, on comprend que ça dit des choses un peu plus profondes. Le Noiseur, je suis très perturbée, je vais le dire franchement, parce que les auditeurs qui suivent cette émission le savent, il y a toujours une passerelle assez incroyable entre l'invité principal et le coup de cœur, qui n'est pas du tout volontaire, mais aujourd'hui ça m'émeut beaucoup, parce que c'est quelque part, je pense, en filigrane un peu votre histoire, Stéphane Fraisse. Oui, je t'écoutais avec beaucoup d'attention et beaucoup de tendresse. Oui, moi j'ai connu la même chose pendant le montage de mon film et moi aussi c'est une manière de lui rendre hommage parce que les différences que nous avions en fait nous construisaient et c'est ce que j'ai compris. Elles m'ont donné beaucoup de force en fait. Et je sais pas toi, mais moi j'ai toujours été dans un bras de fer avec elle, mais un bras de fer qui était plein d'une affection, d'une tendresse débordante et voilà, je sais pas. Donc voilà. Non, écoute, moi, alors moi j'ai un rapport différent. Moi, elle m'a toujours soutenu. Elle m'a beaucoup. C'est vraiment la première, moi, qui m'a soutenu quand j'ai voulu faire de la musique. C'est pas un choix évident dans la vie quand on a son fils qui nous dit voilà, moi je veux faire de la musique. C'est jamais forcément évident. Et elle m'a toujours soutenu. Et c'est vrai que ce qui est un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle disparaît au moment où ça marche pour moi, où ça commence vraiment à prendre. Et voilà, donc elle verra pas ça, mais en tout cas, je suis content d'avoir pu lui rendre hommage à travers l'album. Le prochain album, Le Noiseur, c'est quoi ? Le prochain album, alors il est en cours d'écriture, c'est pas du tout fait, mais j'espère le terminer dans l'année, terminer l'écriture dans l'année. Ouais. Vous viendrez nous en parler évidemment. Je rappelle quand même que Relax, c'est plus de 10 millions de streams, de singles en playlist sur les plus grosses radios, de passages télé et même 2 titres au générique de fin de l'émission quotidien pour cet album-là. On est en train d'écouter Relax justement sur l'antenne de Radio J. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'autres scènes éventuellement ? Je crois qu'il y a une tournée qui se prépare. Le 21 janvier, ce sera à Lyon. Je donne les dates. Le 27 janvier à Millau. Le 28 au Cress. Le 15 mars à Lille et le 17 mars à Marseille. Que ça continue comme ça pour vous ? Oui, j'espère faire une belle tournée cette année, prendre du plaisir sur scène et puis réussir à écrire des chansons dans les moments libres que j'aurai entre toutes ces dates. Mais voilà, ouais. On va essayer, ça c'est sûr. Merci beaucoup Le Noiseur d'avoir été notre coup de cœur du jour. Et puis à bientôt, je veux le 3e album sur Radio J. Merci mille fois d'avoir été là aujourd'hui. Pour pas réveiller tes parents, tu pourras plus jamais renaître comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues. Et la vie, elle continue. Mais relax, tout roule. Tu verras. Je vais t'écouter. Relax, tout roule. Tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait maintenant. Il y aura plus de tempêtes, de roulettes russes, de temps. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Stéphane Fraisse, vous allez
continuer à penser que cette émission est très analytique, et c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est aujourd'hui avec Nathalie Doderieux qui nous a écoutés attentivement, qui a pris des notes. Je pense que ça va être un portrait très émouvant. Évidemment, l'objectif c'est de l'écouter, mais vous pouvez aussi vous insurger. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour. Effectivement, ce que j'ai entendu aujourd'hui mériterait 3 heures de consultation au cabinet, en tout cas de partage, en vérité, parce que c'est vraiment avec le mot avec lequel j'étais en vous écoutant. Il y avait aussi le mot unité, le mot quête, le mot morcelé, rassembler. J'étais avec le thème de l'attachement et de la séparation. J'étais avec des sujets très, très intenses et qui en même temps peuvent faire partie de votre vie aujourd'hui, mais qui en toile de fond sont un héritage. Et vous démarrez tout de suite votre partage aujourd'hui avec l'idée de qu'est-ce que je garde pas de ce qu'on m'a donné, de ce qu'on m'a transmis. Donc oui, le mot transmission, il est au cœur de ce que vous racontez ici cet après-midi. C'est un petit peu la grande difficulté, c'est faire le tri, et c'est aussi ce que je contacte, avec quoi je vais démarrer et faire le tri, parce qu'il y a eu tellement de choses importantes abordées. Enfin, en tout cas, il m'a semblé que c'était des sujets comme ça qui partaient. Moi aussi, j'essaie de faire le tri tout le temps. Dans tous les sens, oui, ne croyez pas si bien dire. Justement, dans cette notion de rassembler et de reliance, bien sûr, c'est la relation que vous empruntez vis-à-vis du monde, vis-à-vis du film et vis-à-vis de vous-même aussi. Et depuis le début de cette interview, vous manipulez un petit trombone entre vos mains, de la main gauche particulièrement. C'est un objet qui rassemble. C'est un objet qui relie. C'est vrai, oui. Oh, voilà, je ne pouvais pas ne pas le voir. Dans une forme qui ne relie plus. Exactement, et qui s'écartèle. Voilà. Et c'est un peu le mot que vous avez employé par rapport à l'enfant, et peut-être l'héritage, écartelé entre 2 mondes, 2 visions, 2 parents que tout oppose. Et puis, il y a cette idée de l'épigénétique que vous découvrez, le transgénérationnel, ce fait que même en soi, on est porteur d'une histoire, même si elle n'est pas vécue dans l'immédiat, dans l'instant présent. C'est un peu une posture, je dirais, de chercheur de vérité, voire au-delà des apparences. Et c'est un petit peu ce que votre mère aussi a essayé de faire. C'est-à-dire que quand vous parlez de votre mère et de ses choix, il y a un peu la façon aussi... J'ai vu pas mal de points communs. C'est-à-dire que vous essayez de déconstruire le personnage de la mère pour voir la femme qu'elle était derrière, de sortir de la carapace et de la cuirasse qu'elle a pu se construire, du chemin spirituel et de la foi qu'elle a emprunté, et vous êtes exactement en train de faire le même chemin vous-même. Il y a une similitude incroyable. Je vais juste annoncer à mon psy que je vais le quitter, et je vais vous demander l'adresse de votre cabinet. On a une carte. J'ai ma carte pas loin. Et je me suis dit, que ces ponts que vous cherchez à faire avec l'extérieur, c'est avant tout en soi qu'il s'agit de les trouver. C'est pour ça qu'il y a tant de questions et qui sont importantes. Des questions que je ne me suis pas posées en réalité, que j'ai retardé à me poser. Et c'est ça que je regrette en fait, c'est d'avoir mis tant de temps à me les poser. Enfin, je regrette pas parce que je m'en suis... Non, si, je le regrette d'une certaine manière, parce que mon fils, par exemple, part là dans un voyage autour du monde, et je me rends compte que j'ai du mal à poser les bonnes... J'ai eu du mal pendant longtemps à poser les bonnes questions, c'est-à-dire à poser les questions qui s'intéressent à l'autre. Et oui, mais vous le dites, vous avez été identifié très longuement à cet enfant intérieur qui est en plus vraiment nourri par la vie artistique, qui est très encouragé. C'est à partir de ça que les artistes créent, que les acteurs trouvent leur énergie souvent pour aller interpréter des personnages. Et donc c'est une forme de matrice, la vie artistique. Donc là, on est avec le thème de la séparation dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait de quitter la matrice. La première matrice, c'est le ventre de votre mère, mais aussi cette forme de vie artistique qui est un cocon, qui est une bulle, l'intermittence du spectacle, un statut qui protège, qui encadre, et en même temps le besoin d'en sortir, parce que vous dites, je crains l'enfermement, les dogmes, il y a une forme de méfiance à tout ça. Ouais, et de fuite peut-être. Exactement. Aussi. Et c'est pour ça qu'on interprète des personnages, parce que c'est pour sortir de l'identification. Ouais, mais quand on met en scène, justement, on coupe un peu.
cette espèce de fuite qu'on engage, parce qu'on s'intéresse à l'autre. Et du coup, on se rassemble. Exactement. Pour prendre le mot que vous citiez tout à l'heure. Oui, pour sortir de la dissociation aussi, un besoin d'aller vraiment se recentrer, trouver son centre. Et ça, c'est un processus que Carl Gustav Jung appelle l'individuation. C'est une possibilité de faire émerger toutes les parties de soi et de devenir un individu, mais au sens de découper le mot indivisible. Donc c'est une forme d'unité et donc qui est un processus analytique qui ne se fait pas que par la psyché, mais aussi par l'expérience, par les travaux pratiques de la vie. Et donc vous parliez du mot oser, et c'est vraiment avec ça que je suis, le fait d'aller en direction de soi et d'oser se mettre en danger, sortir de sa zone de confort dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi, je pense, un homme qui ne se met plus seulement en scène, mais qui décide de se mettre en harmonie. Et ça change tout. Merci. Pour terminer, voilà, il n'y a juste pas un chemin, mais il y a juste des chemins. Et quand le moment est là, on le prend. C'est ce que j'ai la sensation que vous faites. Merci beaucoup. Merci Nathalie Dedrio, thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve évidemment tous les mardis sur Radio J. Stay tonight. I know it's not my choosing, but Et on va finir avec ça, évidemment. C'est la on fin aurait de cette même pu émission. finir avec ma fille, puisque j'en parlais. Je connais pas ton prénom dans la... Simon, voilà Simon qui est connu sous le nom d'artiste de Le Noiseur. Ma fille qui chante, qui s'appelle Liv Delestal, et dont j'adore la voix. Mais écoutez, ce sera peut-être un prochain coup de cœur. On va laisser un numéro. De toute façon, avec l'analyse que je viens de recevoir, là, il va falloir que je récupère un peu. Avec plaisir. Je me rassemble et que je revienne plus fort. Avec plaisir. Merci Stéphane Fraisse, réalisateur de votre premier film Tu choisiras la vie, en salle mercredi 25 janvier. Merci pour cette générosité. Merci pour ces questions qui sont importantes et que tout le monde se pose et doit se poser. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Noiseur, le Noiseur en tournée, notamment le 26 janvier à Lyon et le 17 mars à Marseille. Merci d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui à Clément et puis Philippe Sinclair. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain avec Bruno Desbrantes sur Radio J. Merci à tous.